Mon frère a appelé, maman est morte cette nuit. L'enterrement est vendredi. Elle m'a tout laissé. Tu n'auras rien, j'ai juste souri. Maman était debout juste à côté de moi. L'appel est arrivé à 6h47, un mardi matin. J'étais déjà réveillé, savourant ma deuxième tasse de café tout en regardant la neige tomber par la fenêtre de ma cuisine, à Toronto. Le numéro affiché sur mon téléphone indiquait le nom de mon frère, Glenn. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 semaines. Pas depuis notre dernière visite, particulièrement tendue, à la maison de retraite de maman. Douglas, sa voix avait cette fausse solennité qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. J'ai une nouvelle difficile. Maman est décédée hier soir, paisiblement dans son sommeil. J'ai posé ma tasse de café, mes mains devenant soudainement tremblantes. Quoi? Quand? Je prévoyais justement de lui rendre visite aujourd'hui. Les funérailles sont vendredi, a-t-il continué, me coupant la parole. Son ton a changé, devenant presque professionnel, comme s'il parlait affaires. J'ai déjà tout organisé. Oh, et Douglas, concernant la succession de maman, le testament est très clair. Tout me revient. La maison, le chalet à Muskoka, ses investissements, absolument tout. Tu n'auras rien. Ne pense même pas à contester. Puis, il a raccroché. Je suis resté là, debout dans ma cuisine, fixant le téléphone avec incrédulité. Ma mère, morte, juste comme ça. Et la première priorité de Glenn était de m'informer que je n'aurais rien. Je suis désolé. Elle est partie en paix, mais une menace pour que je ne conteste pas le testament. Quelque chose clochait, vraiment. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Douglas Harrison. J'ai 64 ans, je suis un ingénieur civil à la retraite qui a passé 40 ans à concevoir des infrastructures à travers l'Ontario. Ma femme, Catherine, est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Nous avons eu une fille, Emma, qui a maintenant 28 ans et travaille comme biologiste marine à Vancouver. Après la mort de Catherine, je me suis jeté dans le bénévolat et je suis resté proche de maman. Elle avait été mon roc à travers le chagrin. Mon frère Glenn a 4 ans de moins, 58 ans. Nous avons grandi assez proches l'un de l'autre, jouant au hockey dans l'allée de notre vieille maison à North York. Mais à l'âge adulte, nous nous sommes éloignés. Glenn est devenu agent immobilier, a épousé Patricia, a eu 2 enfants. En surface, tout semblait aller bien, mais j'avais remarqué des choses au fil des ans. Glenn était toujours à la poursuite de la prochaine grosse affaire, toujours à la limite financièrement. Ces affaires ont traversé des périodes difficiles. Il y avait des conversations chuchotées, lors des dîners de famille, à propos d'investissements qui avaient mal tourné, ou de Patricia faisant des doubles quarts en tant qu'infirmière pour les maintenir à flot. Notre mère, Helen Harrison, avait 85 ans et avait été vive d'esprit toute sa vie. Enseignante à la retraite, elle pouvait encore réciter de la poésie de mémoire et battre n'importe qui au Scrabble. Elle vivait de manière indépendante dans sa maison de Richmond jusqu'à il y a environ 9 mois, quand Glenn l'a convaincue qu'elle avait besoin d'aide supplémentaire. Il a suggéré de devenir son mandataire, d'avoir procuration juste pour gérer les factures et les rendez-vous médicaux. Maman était hésitante, mais Glenn était persuasif. Il était son petit garçon, après tout. C'est là que tout a changé. Quelques semaines après que Glenn a obtenu la procuration, maman a soudainement été diagnostiquée avec une démence sévère. Glenn l'a installée dans une maison de retraite, le centre de soins Maple Grove, affirmant qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Quand je lui rendais visite, j'étais sous le choc. Ma mère, si vibrante et spirituelle, était assise dans un fauteuil, le regard vide. Elle ne me reconnaissait pas. Elle parlait à peine. Quand elle le faisait, c'était confus, fragmenté. Est-ce vraiment possible, avais-je demandé à son médecin, le docteur James Whitmore. Elle allait bien il y a 2 mois. La démence peut progresser très rapidement dans certains cas, a-t-il dit doucement. Le déclin cognitif chez les patients de son âge peut être assez soudain. Mais cela ne me semblait pas cohérent. Je rendais visite à maman 3 fois par semaine quand même. Même quand elle ne savait pas qui j'étais, je lui tenais la main, je lui parlais d'Emma, des projets sur lesquels je travaillais comme bénévole. Glenn venait aussi, mais moins fréquemment. Quand il le faisait, il semblait toujours pressé, vérifiant toujours sa montre. Maintenant, debout dans ma cuisine avec les mots de Glenn résonnant encore dans mes oreilles, je réalisais ce que j'avais été trop aveugle pour voir. Ce n'était pas le chagrin qui parlait. C'était l'avidité.
J'ai appelé le centre de soins Maple Grove immédiatement. J'appelle au sujet de ma mère, Helen Harrison, ai-je dit quand quelqu'un a enfin répondu. Je viens d'apprendre qu'elle est décédée hier soir. Il y eut une pause. Je suis désolé, monsieur Harrison, mais je n'ai aucune trace de cela. Laissez-moi vérifier sa chambre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue en ligne. Monsieur, votre mère va bien. Elle est en train de prendre son petit déjeuner en ce moment même. Y a-t-il une confusion? Je me suis assis lourdement. Pouvez-vous me rendre un service? Ne dites à personne que j'ai appelé, surtout pas à mon frère. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de ma fille. Emma a répondu à la 3e sonnerie, l'air inquiet. Papa, il est à peine 7 heures du matin là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton oncle vient de me dire que grand-mère est morte, mais ce n'est pas vrai. Elle est vivante. Emma, je pense que Glenn essaie de voler sa succession. Il y eut un silence, puis, papa, c'est de la maltraitance envers une personne âgée. C'est de la fraude. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je dois comprendre ça vite. Il a dit que les funérailles sont vendredi. C'est dans 3 jours. Après avoir parlé à Emma, j'ai passé la matinée à passer des appels. D'abord, j'ai contacté un avocat avec qui j'avais travaillé auparavant sur un litige de construction, Robert Chen. Je lui ai expliqué la situation. Douglas, c'est sérieux, a dit Robert. Si votre frère a une procuration, et qu'il déforme l'état de santé de votre mère ou détourne ses biens, nous parlons de charges criminelles. Mais vous avez besoin de preuves. Des preuves solides. Ensuite, j'ai engagé une détective privée, Sarah Mitchell. Elle est venue chez moi cet après-midi-là, une femme perspicace dans la quarantaine, avec des mèches grises dans ses cheveux noirs. Depuis combien de temps votre frère a-t-il la procuration, a-t-elle demandé en prenant des notes. 9 mois. Juste après que maman a prétendument développé une démence. Et avant cela, votre mère était compétente? Complètement. Elle faisait du bénévolat à la bibliothèque, jouait au bridge 2 fois par semaine. Puis, soudainement, elle ne pouvait plus se souvenir de son propre nom. Sarah a hoché la tête. J'ai vu des cas comme ça. Donnez-moi 48 heures. Je vais découvrir ce qui se passe avec les finances de votre mère. Ce soir-là, je suis allé à Maple Grove en voiture. Je ne les ai pas prévenus de ma venue. Quand je suis arrivé dans la chambre de maman, elle était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir. Ses cheveux gris étaient clairsemés maintenant, son visage plus ridé que dans mes souvenirs. Mais quelque chose chez elle semblait différent ce soir. Moins droguée, plus présente. Maman, dis-je doucement en tirant une chaise à côté d'elle. Elle se tourna lentement, ses yeux bruns familiers rencontrant les miens. Il y avait quelque chose dedans. De la reconnaissance, ou étais-je en train de l'imaginer? C'est moi, Douglas, ton fils. Elle cligna des yeux, sa bouche bougeant comme si elle voulait dire quelque chose. Mais alors, une infirmière est entrée pour vérifier ses signes vitaux, et le moment s'est envolé. Je suis rentré chez moi à travers la neige, l'esprit en ébullition. Que prévoyait Glenn? De fausses funérailles pour convaincre tout le monde que maman était morte? Et ensuite? Transférer tous ses biens pendant que tout le monde pensait qu'elle était partie? C'était insensé. C'était aussi, je le réalisais, potentiellement brillant par son audace. Sarah m'a appelé le lendemain matin. Douglas, vous devez vous asseoir. Je me suis assis à ma table de cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille. Votre frère a été très occupé. Au cours des 8 derniers mois, il a transféré environ 280 000 $ des comptes de votre mère vers les siens. Il a vendu son chalet à Muskoka à une société numérotée, que je suis encore en train de tracer, mais je soupçonne qu'il est derrière tout ça. Il a aussi utilisé ses cartes de crédit. Et Douglas, le médecin qui a diagnostiqué la démence de votre mère, le docteur James Whitmore. Il était à l'université avec votre frère. Ils sont amis depuis 30 ans. J'ai eu la nausée. Donc, la démence de maman pourrait être induite par des médicaments? Si on lui prescrit trop de sédatifs ou d'antipsychotiques, cela expliquerait le déclin cognitif soudain et le comportement absent. C'est une tentative de meurtre. C'est ce que nous devons prouver. Je récupère des copies de ces dossiers médicaux,
mais cela prend du temps. En attendant, je vous suggère de rendre visite à votre mère à nouveau. Documentez tout. Enregistrez les conversations avec votre frère si vous le pouvez. L'Ontario est une province où le consentement d'une seule partie suffit pour enregistrer. Cet après-midi-là, j'étais de retour à Maple Grove. J'avais apporté mon téléphone, prêt à enregistrer tout ce qui serait suspect, mais quand je suis arrivé dans la chambre de maman, elle était vide. Une infirmière que je ne reconnaissais pas changeait les draps. « Où est ma mère ?» ai-je demandé, la panique montant. « Oh, monsieur Harrison, votre frère l'a emmené faire un tour en voiture. Il a dit qu'elle avait besoin d'un peu d'air. » Mon sang s'est glacé. Quand ? Il y a environ 1 heure. J'ai couru vers le parking, mais la Mercedes noire de Glenn était déjà partie. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai appelé 5 fois. Rien. Finalement, 3 heures plus tard, ils sont revenus. Glenn a aidé maman à sortir de la voiture, la soutenant alors qu'elle traînait les pieds vers sa chambre. Elle avait l'air épuisée, confuse. Glenn m'a vu attendre dans le couloir. « Douglas » a-t-il dit, ne prenant même pas la peine de cacher son agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as dit que maman était morte hier. Et pourtant, elle est là. » Il a eu l'audace de rire. « Oh, ça. Ouais. Désolé pour la confusion. Je voulais te rappeler. Fausse alerte. Maman a eu un mauvais épisode hier. Et j'ai pensé. Eh bien, tu sais, ces choses arrivent avec la démence. Où l'as-tu emmenée aujourd'hui ? Juste faire un tour. Elle aime sortir. Vraiment ? Parce qu'on dirait qu'elle tient à peine debout. Recule, Douglas. Sa voix a baissé, devenant plus dure. J'ai procuration. Je prends les décisions concernant ses soins, pas toi. Tu veux contester ça ? Prends un avocat. Il m'a bousculé pour passer, aidant maman à entrer dans sa chambre. Par l'embrasure de la porte, je l'ai regardé l'installer dans son fauteuil, lui parlant d'une voix basse que je ne pouvais pas entendre. Puis il est parti, ne me regardant même pas alors qu'il s'éloignait. J'étais sur le point de partir quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Silence. Puis un murmure. Une voix de femme, faible et éraillée. Douglas. Oui. Qui est-ce ? Douglas. C'est moi. La voix était si basse que j'ai dû presser le téléphone fort contre mon oreille. Qui ? C'est ta mère. Je me suis figé. Ce n'était pas possible. Maman était juste là, dans sa chambre, et cet appel venait d'eux. J'ai vérifié l'écran, un numéro masqué. Douglas, écoute attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin que tu viennes dans ma chambre ce soir. Tard, après 22 heures, assure-toi que Glenn n'est pas là. Et Douglas, ne parle à personne de cet appel. La ligne a coupé. Je suis resté dans le parking, la neige tombant autour de moi, fixant mon téléphone comme s'il s'était transformé en objet extraterrestre. C'était impossible. Maman ne pouvait pas m'avoir appelé. Elle pouvait à peine aligner 2 mots. Et pourtant, cette voix, même chuchotée et tendue, avait sonné comme elle, la vraie elle, la femme vive et lucide que j'avais connue toute ma vie. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'après 22 heures, surveillant la maison de retraite. La Mercedes de Glenn était partie depuis longtemps. L'équipe de nuit était en place, juste un effectif réduit. J'ai utilisé mon code pour entrer par la porte latérale et je me suis dirigé vers la chambre de maman. Elle était assise dans son lit, les lumières tamisées. Quand je suis entré, elle s'est tournée pour me regarder, et dans la pénombre, j'ai vu ses yeux clairs, concentrés, complètement lucides. « Ferme la porte », dit-elle d'une voix normale. Pas le marmonnement confus que j'entendais depuis des mois. Une voix normale, forte. J'ai fermé la porte, mes mains tremblantes. « Maman, qu'est-ce que... » « Assieds-toi, mon chéri. Nous devons parler et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Je me suis assis, complètement abasourdi. « Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? » Ma mère, que je croyais perdue dans le brouillard de la démence, m'a souri. Elle a vraiment souri, avec cette expression ironique dont je me souvenais de mon enfance, quand elle nous surprenait, Glenn et moi, à voler des biscuits avant le dîner.
Je vais bien, Douglas. Je vais bien depuis le début. Mais la démence, le diagnostic. Tu ne pouvais même pas me reconnaître parce que je faisais semblant. La pièce a semblé basculer. Tu faisais semblant? Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa prise était ferme, stable, rien à voir avec les mains faibles et tremblantes que j'avais tenues pendant des mois. Douglas, j'ai 85 ans. J'ai beaucoup réfléchi à la mortalité, à ce qui se passe quand je ne serai plus là. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de savoir quelque chose. J'avais besoin de savoir lequel de mes fils prendrait réellement soin de moi. Pas pour mon argent, pas pour l'héritage, mais parce qu'il m'aimait. Donc, tu as simulé une démence pour nous tester? Quand Glenn a suggéré de devenir mon mandataire, j'ai vu une opportunité. J'ai accepté, mais j'ai aussi consulté mon propre avocat, quelqu'un que Glenn ne connaît pas. J'ai mis la plupart de mes actifs dans une fiducie irrévocable quelques semaines avant que Glenn n'obtienne la procuration. Les comptes auxquels il a accès. Je n'y ai laissé que le strict nécessaire pour voir ce qu'il ferait. Je n'arrivais pas à assimiler tout ça. Maman, c'est... Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ses yeux sont devenus tristes. Parce que je devais vous tester tous les deux. Je devais voir qui viendrait me voir quand je ne pourrais rien leur donner en retour. Qui me tiendrait la main même quand je ne connaîtrais pas leur nom. Et Douglas, tu es venu 3 fois par semaine. Tu t'es assis avec moi. Tu m'as parlé. Même quand j'agissais comme si je n'avais aucune idée de qui tu étais. Des larmes coulaient sur mon visage. Bien sûr que je suis venu. Tu es ma mère. Je le sais maintenant. Mais Glenn. Elle secoua la tête. Glenn a échoué, Douglas. Pire que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai tout documenté. Chaque fois qu'il est venu pour me mettre la pression afin de signer des papiers. Chaque fois qu'il s'est mis en colère quand je jouais la confusion. Chaque fois qu'il a pris quelque chose dans cette chambre en pensant que je ne remarquerais pas. J'ai tout enregistré. Les 280 000 $, il les a pris sur les comptes que j'avais laissés accessibles. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Maman, il m'a dit que tu étais morte. Il prépare des funérailles pour vendredi. Elle a hoché la tête. Je sais. Il me l'a dit aujourd'hui pendant notre promenade. Il a dit que j'allais avoir un accident, que je décéderais paisiblement. Il voulait que j'accepte de signer des papiers d'abord, transférant tout, mais j'ai refusé, j'ai joué la confusion. Il est à court de temps, et il le sait. C'est insensé. C'est dangereux. Nous devons appeler la police tout de suite. Non, pas encore. Robert Chen, ton avocat. Il est mon avocat aussi, depuis le mois dernier. Nous avons un plan, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, Douglas. Peux-tu faire ça? J'ai serré sa main. Toujours. Au cours des 2 jours suivants, nous avons tout mis en place. Robert a fait intervenir la police, mais discrètement. Ils ont accepté de laisser le plan de maman se dérouler pour prendre Glenn sur le fait avec des preuves irréfutables. Nous avons installé des caméras cachées dans la chambre de maman, de minuscules choses de la taille d'un bouton. Nous nous sommes coordonnés avec le personnel de la maison de retraite, ceux en qui nous pouvions avoir confiance. Et maman a continué son jeu, jouant la patiente confuse et déclinante chaque fois que Glenn était dans les parages. Glenn est venu 2 fois de plus. Une fois pour apporter des papiers à signer pour maman, des documents de transfert pour sa maison. Maman a gribouillé quelque chose d'illisible, a agi comme si elle ne comprenait pas. La frustration de Glenn était visible, à peine contenue. Signe juste clairement, maman, a-t-il dit entre ses dents serrées. J'essaie de t'aider. La 2e fois, jeudi soir, il a apporté une seringue. J'ai regardé les images vidéo plus tard et cela m'a rendu physiquement malade. Il a dit à maman que c'était son médicament, mais nous l'avons fait tester plus tard, c'était une dose massive de sédatif. De quoi assommer un cheval. Maman a fait semblant de le prendre, mais a escamoté les pilules. Demain, a dit Glenn en lissant ses cheveux. Demain, tu seras enfin en paix, maman. Plus de souffrance. Le vendredi matin est arrivé. Glenn avait réservé le salon funéraire Thornhill. Il avait envoyé des avis, appelé la famille. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'ont appelé pour offrir leurs condoléances. J'ai joué le jeu, disant, oui, les funérailles sont à 14 heures. Oui, c'était très soudain. Le salon funéraire était plein à craquer.
Glenn avait fait les choses en grand, des fleurs partout, une grande photo de maman datant d'il y a 20 ans à l'avant de la salle. Il avait même écrit une nécrologie pleine de langage fleuri sur la mère bien-aimée et après une longue maladie. Je me suis assis au premier rang avec Emma, qui était arrivée par avion ce matin-là. Glenn était assis de l'autre côté de l'allée avec Patricia et leurs enfants. Son visage était composé, convenablement affligé. Patricia n'arrêtait pas de lui toucher le bras, le réconfortant. Ses enfants avaient l'air sincèrement tristes, ils aimaient leur grand-mère. À exactement 14 heures, Glenn s'est levé pour prononcer l'éloge funèbre. Il a marché jusqu'au podium, a ajusté le microphone et a commencé à parler. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la vie d'Helen Margaret Harrison, née le 14 février 1939. Décédée le 7 janvier 2025. Maman était une femme incroyable, une enseignante qui a formé de jeunes esprits pendant 35 ans, une mère qui a toujours fait passer ses enfants en premier. Et dans ces derniers mois, elle m'a fait confiance pour prendre soin d'elle. Elle savait que je protégerais ses intérêts, gérerais ses affaires et veillerais à ce qu'elle soit confortable. Il a fait une pause, sa voix se brisant sous une émotion que je savais maintenant être complètement fausse. Maman m'a toujours préféré, a-t-il continué. Elle me l'a dit tant de fois. Elle savait que j'étais le responsable, celui qui s'occuperait de tout. Elle voulait que j'aie sa maison, son chalet, tout ce pourquoi elle avait travaillé, parce qu'elle me faisait confiance pour l'utiliser sagement, pour prendre soin de la famille. Je me suis levé. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées. C'est intéressant, Glenn, ai-je dit fort. Tu veux dire à tout le monde où est maman, réellement, en ce moment? La confusion a parcouru la salle. Le visage de Glenn est devenu blême. Douglas, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. Où est le corps, Glenn? Où est le corps de maman? Elle est en train d'être incinérée. Nous en avons discuté. Vraiment? Parce que j'ai appelé le crématorium. Ils ne l'ont pas? Patricia a attrapé le bras de Glenn. Glenn, de quoi parle-t-il? Les portes au fond du salon funéraire se sont ouvertes. Chaque personne dans la salle s'est retournée et là, encadrée dans l'embrasure de la porte, se tenait ma mère. Elle est entrée lentement en utilisant un déambulateur, mais son dos était droit et ses yeux étaient vifs. Derrière elle, 2 officiers de police en uniforme suivaient. La salle a explosé. Les gens se sont levés, haletants de surprise. Quelqu'un a crié. La fille de Glenn a éclaté en sanglots. Maman a avancé dans l'allée. Quand elle a atteint Glenn, elle s'est arrêtée. « Bonjour, fiston », a-t-elle dit clairement. « Je ne suis pas morte, mais ton héritage, lui, l'est. » La bouche de Glenn s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. « Maman, tu es confuse. Tu es malade. C'est une erreur. » « Je ne suis pas confuse, Glenn. J'ai tout enregistré ces 8 derniers mois. Chaque menace, chaque vol, chaque fois que tu as essayé de me faire signer des documents transférant mes biens à ton nom, chaque fois que tu m'as drogué pour me garder docile. » Elle s'est tournée vers la foule assemblée. Beaucoup pleuraient maintenant, certains de soulagement, d'autres sous le choc. « Je suis désolé de vous avoir tous trompés, » a dit maman. « Mais je devais connaître la vérité. Je devais voir ce que mon fils ferait quand il penserait que j'étais sans défense. Et ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur. » L'un des officiers s'est avancé. « Glenn Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance envers une personne âgée, vol de plus de 5 000 $, fraude et tentative de fraude à l'homologation. Vous avez le droit de garder le silence. » Glenn a essayé de courir. Il a réellement essayé de bousculer l'officier pour courir vers la porte, mais il n'a fait que 3 pas avant d'être plaqué au sol et menotté. Ses enfants sanglotaient. Patricia restait figée, le visage transformé en un masque d'horreur. Alors qu'ils emmenaient Glenn, il a crié en direction de maman, « Je suis ton fils. Tu ne peux pas me faire ça. J'avais besoin de cet argent. » Maman l'a regardé partir, des larmes ruisselant sur son visage, mais sa voix était ferme quand elle a parlé. « Tu étais mon fils, mais tu as cessé d'être mon enfant au moment où tu as décidé que ma vie valait moins que mon compte en banque. » Les procédures judiciaires ont pris des mois. Glenn a initialement tenté de contester les charges, affirmant que maman était réellement incompétente et qu'il essayait juste d'aider, mais les preuves étaient accablantes. Des images vidéo de lui essayant de la forcer à signer des documents. Des enregistrements audio de ses menaces. Des relevés bancaires montrant le vol.
Le témoignage du docteur Whitmore, après qu'il a obtenu l'immunité, expliquant comment Glenn l'avait poussé à prescrire des médicaments inutiles. Finalement, Glenn a plaidé coupable. Il a écopé de 5 ans de prison, a été condamné à rembourser les 280 000 $ qu'il avait volés, plus 50 000 $ d'amende. Il a perdu sa licence d'agent immobilier de façon permanente. Patricia a divorcé et a obtenu la garde exclusive des enfants. Ils étaient dévastés, mais Emma et moi avons essayé de rester dans leur vie, essayer d'être la famille stable dont ils avaient besoin. Le docteur Whitmore a perdu sa licence médicale. Il avait sciemment prescrit des médicaments dangereux à une patiente âgée à la demande de son mandataire, sans évaluation appropriée. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario n'a pas été clément. Quant à maman, elle a emménagé dans un petit appartement près de chez moi. Elle en avait fini avec la grande maison, fini avec l'entretien de la propriété. Elle voulait être proche de la famille, d'Emma quand elle visitait. 2 mois. Nous dînons ensemble 2 fois par semaine. Elle a recommencé le bénévolat, cette fois dans un centre de prévention de la maltraitance des aînés, partageant son histoire pour aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs. Nous avons créé le fonds de protection des aînés Helen Harrison avec une partie de l'argent que Glenn avait rendu. Il fournit une assistance juridique aux personnes âgées luttant contre des abus financiers et finance des programmes éducatifs sur les responsabilités liées aux procurations. Un soir, environ 1 an après que tout cela soit arrivé, maman et moi étions assis sur ma terrasse arrière, regardant une nouvelle chute de neige sur Toronto. Elle tenait une tasse de thé, enveloppée dans une épaisse couverture. « Est-ce que tu regrettes, parfois ?» ai-je demandé. « La façon dont tu nous as testés ?» Elle est restée silencieuse un long moment. « Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que mon propre fils ait pu faire ce qu'il a fait. Mais Douglas, je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. J'avais besoin de savoir qui m'aimerait quand je n'aurais plus rien à donner. Tu m'as donné tout ce qui comptait. J'ai dit, tu m'as appris l'intégrité. Tu m'as appris que faire ce qui est juste compte, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Elle a souri, tendant la main pour serrer la mienne. « Et c'est pour ça que tu as réussi le test. Pas parce que tu me rendais visite, même si cela comptait. Mais parce que même quand tu pensais que j'étais parti, même quand tu pensais que tu n'aurais rien, tu t'es battu pour ce qui était juste. Tu n'as pas laissé Glenn s'en tirer. Tu m'as protégé même quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. C'est ça que fait une famille. Une vraie famille, oui, mais le sang ne fait pas la famille, Douglas. C'est l'amour qui l'a fait. C'est le choix. C'est le fait d'être présent. Glenn était de mon sang, mais il a cessé d'être ma famille au moment où il a décidé que je n'étais qu'un actif, un bien à liquider. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant la neige s'empiler sur la clôture, sur les arbres nus. À l'intérieur, je pouvais entendre mon téléphone vibrer. Emma, probablement, appelant de Vancouver pour notre bilan hebdomadaire. L'avocat de maman, peut-être, avec des mises à jour sur le fonds caritatif. La vie qui avançait. Maman m'a regardé, ses yeux toujours vifs et clairs. Tu sais ce qui est le plus triste ? Quoi ? Si Glenn avait simplement demandé, s'il avait juste été honnête à propos de ses problèmes financiers, je l'aurais aidé. Pas pour tout, pas en encourageant de mauvais choix, mais j'aurais aidé. Au lieu de ça, il a choisi de voler. Il a choisi de me traiter comme si j'étais déjà morte. Et ce choix lui a tout coûté. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai juste tenu sa main. Cette femme remarquable qui m'avait appris plus sur la force et la dignité au cours de l'année passée que durant toutes les années précédentes. Elle avait survécu à la trahison de son propre fils, orchestré son propre sauvetage, et s'en était sortie déterminée à aider les autres. C'est ça le truc avec la famille, la vraie. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'héritage. C'est le fait d'être présent. C'est aimer quelqu'un même quand il ne peut rien vous donner en retour. C'est se battre pour ce qui est juste, même quand cela signifie s'opposer à son propre frère. Glenn a fait ses choix. Il a choisi l'avidité plutôt que l'amour. Il a choisi le vol plutôt que l'intégrité. Et il en paie le prix, pas seulement en années de prison, mais par la perte du respect de ses enfants, de sa femme, de sa carrière et de l'amour de sa mère. Quant à moi, j'ai reçu quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel héritage. J'ai gagné plus d'années avec ma mère, de vraies années, où nous pouvions parler, rire et guérir. J'ai acquis la certitude que, mis à l'épreuve,
j'ai fait ce qui était juste. Et j'ai eu la chance de faire partie de quelque chose de plus grand, en aidant d'autres familles à éviter ce que nous avons traversé. Le sang n'excuse pas la trahison. La vraie famille protège les vulnérables. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une femme de 85 ans puisse faire est de faire semblant d'être impuissante, juste pour découvrir qu'il aidera quand elle ne pourra plus s'aider elle-même. C'est ce que j'ai appris d'Hélène Harrison, ma mère, mon héroïne, la femme qui m'a appris que la dignité compte plus que les dollars, et que le véritable amour se manifeste, même quand il n'y a rien à gagner.